Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Nouveau refus du gouvernement de revaloriser les pensions agricoles comme le demande le Sénat. Pour la seconde fois, la proposition de loi des communistes soutenue par la totalité des sénateurs a fait l'objet d'un vote bloqué de la part de l'exécutif. Explications et réactions à suivre. Comment repenser la politique familiale? Les sénateurs en débattent cet après-midi dans l'hémicycle à la demande de La République En Marche. Il faut dire que l'annonce de fusionner quotient familial et allocation a mis le feu aux poudres. On en parle dans cette édition. Yuli Yoel Edelstein, président de la Knesset, est notre invité. Il a été reçu hier par Gérard Larcher, le président du Sénat. Avec lui, nous reviendrons sur l'importance de la diplomatie parlementaire dans un contexte de tension entre Israël et la Palestine. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter, le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, on retrouvera Saveria Rojek et Tamtrani en direct du Sénat, le multiplex. C'est tout de suite. Nous vous en parlions hier, la proposition de loi des communistes pour une revalorisation des retraites agricoles était de nouveau examinée au Sénat dans la soirée. En mars, les débats avaient été houleux, le gouvernement ayant eu recours au vote bloqué pour stopper la discussion. Sans surprise, l'ambiance a aussi été houleuse qu'il y a 3 mois. Audrey Vuettez. Le rejet est sans appel. Pour l'adoption 22, contre 252. Symbole de l'opposition unanime du Sénat face au gouvernement en ce qui concerne la revalorisation des retraites agricoles. Retour en arrière, nous sommes début mars, le Sénat étudie une proposition de loi communiste qui vise à augmenter les retraites agricoles dès cette année. Mais le gouvernement coupe court aux discussions et utilise le vote bloqué. Si les sénateurs veulent voter la loi, ils doivent obligatoirement accepter l'amendement du gouvernement qui repousse cette révision à 2020, après la grande réforme des retraites donc. L'hémicycle s'estime muselé, les sénateurs sont vent debout et la scène se reproduit mercredi soir. Deuxième examen, toujours ce vote bloqué et la ministre des Solidarités qui reçoit une volée de bois vert. Il nous semble que vous n'aimez pas les agriculteurs et surtout les plus faibles. J'ai honte de penser qu'on puisse simplement ne pas considérer qu'un agriculteur, quel qu'il soit, aujourd'hui n'est pas une retraite confortable. La vie de la France, l'histoire de la France, elle n'est pas dans les villes, elle a été dans les campagnes. Les mépriser comme vous le faites aujourd'hui m'amène à un vrai sentiment de dégoût. Rien ne parvient à éteindre la colère des sénateurs. Pire, le ton monte un peu plus quand la ministre évoque l'intention du gouvernement de revaloriser légèrement les pensions des conjoints d'agriculteurs, soulignant un manque dans la proposition de loi communiste. C'est cet amendement qui a soulevé... C'est cet amendement qui a fait soulever ce problème. Plus 27 € par mois, une aumône condamne les communistes qui, comme bien d'autres sénateurs, ont voté contre la proposition de loi amendée, remettant à plus tard, sans savoir vraiment quand, la revalorisation des retraites agricoles. Et première réaction avec vous, Saveria Rojek. Vous êtes avec le président du groupe socialiste au Sénat, Patrick Kanner. Bonjour Patrick Kanner. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Le gouvernement qui utilise donc cette procédure de vote bloqué, qui refuse de revaloriser les retraites agricoles, c'est un coup de force pour vous ? En tout cas, c'est une grande tristesse pour 1,5 million de retraités agricoles qui attendaient ce petit coup de pouce, en fait, quelques centaines de millions pour être à 0,85% du SMIC, à 85% du SMIC en pouvoir d'achat. Donc, très, très honnêtement, je suis triste pour le monde agricole d'abord. Et je suis triste aussi pour ce que nous représentons, à savoir un Sénat qui était unanime pour accepter cela, sauf le groupe République En Marche qui a soutenu le gouvernement dans ce que vous avez appelé un coup de force, qui est pour moi en tout cas une atteinte grave au bon fonctionnement de la démocratie dans notre pays. Vous parlez d'atteinte grave au fonctionnement de la démocratie, ce sont des mots forts ? Oui, c'est un mot fort parce que la tradition, c'est que quand il y a une proposition de loi portée par un groupe minoritaire dans sa niche, comme l'on dit dans notre jargon, eh bien le gouvernement laisse les choses aller jusqu'au bout parce qu'il faut respecter les minorités. Et ce n'a pas été le cas hier par l'utilisation de l'article 44.3 de la Constitution. Alors, allez jusqu'au bout si je vous écoute. Le texte ayant déjà été voté à l'Assemblée nationale. À l'unanimité. À l'unanimité, ça veut dire si le Sénat vote, le texte est donc applicable immédiatement. Le gouvernement vous répond, c'est 400 millions d'euros en plus, nous n'avons pas les moyens. Oui, et l'autre argument, c'est de dire, mais attendons 2020 avec la nouvelle grande réforme des retraites. Mais quand on est à 75% du SMIC pour vivre, on n'a pas le temps d'attendre, chère madame. Et donc nous voulions
donner simplement un acte de justice. Et 500 millions d'euros, quand vous les comparez aux 5 milliards d'euros de cadeaux fiscaux qui ont été faits dans le cadre de l'ISF ou d'autres mesures comme la flat tax sur les revenus des dividendes, eh bien, très honnêtement, c'était pas un effort insurmontable pour nous. C'est très dommage pour le pays et pour le monde agricole. Mais pourquoi, selon vous, le gouvernement a fait ce choix de cette position très ferme, à la fois dans le fond et dans la forme? Je ne suis pas au gouvernement, je n'ai pas à moi à commenter les choix, je les constate, ces choix. C'est un choix, en tout cas, contraire aux intérêts de ceux qui nourrissent la France et qui ont du mal aujourd'hui à se nourrir. Justement, cette position très ferme du gouvernement, c'est un signal terrible envoyé aux agriculteurs? Aux agriculteurs, ils en tireront les conséquences, mais aussi de la manière dont le gouvernement traite le Parlement. Et ce n'est pas un bon signe pour les futurs débats concernant la réforme constitutionnelle. Le Parlement doit retrouver toute sa place. Il faut que l'exécutif, le président de la République, le Premier ministre considèrent que le Parlement n'est pas un empêcheur de tourner en rond. Nous faisons notre travail de défense des territoires au Sénat et aussi des personnes. Vous pensez que les sénateurs, les parlementaires dans leur ensemble, sauront se souvenir de ce qui s'est passé hier, justement, lors de l'examen de la réforme constitutionnelle? Je puis vous dire que jusqu'à 23h30, minuit, nous étions très nombreux en séance, et sur tous les bancs de la Haute Assemblée, en dehors bien sûr des 21, 22 sénateurs République En Marche, eh bien, il y avait une très grande contestation et une très grande amertume. C'est vrai que nous pourrions nous en souvenir. Pourtant, le gouvernement avait fait des petits pas, 2 amendements, 27 € par mois en plus pour le conjoint, des tout petits pas, mais un pas quand même. Des pas petits suffisant. pas pour une simple raison, faire qu'il n'y ait pas de vote conforme. Qui aurait amené à l'adoption de cette loi de manière définitive. Et voyant qu'il ne serait pas majoritaire sur ces amendements, et loin de là, quand on regarde les résultats, eh bien, il a utilisé cette procédure du vote bloqué. C'était en fait un piège du gouvernement, c'est ça, vous nous dites, ces amendements? Le gouvernement souhaitait trouver un bon accord, mais ce qu'il nous proposait était tellement éloigné de notre ambition que nous ne pouvions pas l'accepter, et la sanction est tombée. Très bien, merci beaucoup. Merci Patrick Kenner d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci à vous. Merci à vous, Saveria. Dans le reste de l'actualité aujourd'hui, 2e opération d'expulsion dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Elle a eu lieu tôt ce matin. Elle visait une dizaine de squats. Les accès à la départementale 81 qui traverse la ZAD ont été bouclés par les gendarmes. Un mois après les premières évacuations de ce site, vous le savez, initialement prévu pour un aéroport auquel le gouvernement a finalement renoncé en janvier après des années de controverses. Alors qu'Emmanuel Macron doit s'exprimer sur le plan banlieue mardi prochain, Jean-Louis Borloo était reçu aujourd'hui par l'Association des maires de France afin d'obtenir le soutien des élus à son plan. Clément Perrault. Il arrive en terrain conquis. L'Association des maires de France soutient sans réserve le plan de Jean-Louis Borloo pour les banlieues. Mardi prochain, le président de la République doit annoncer ce qu'il va mettre en œuvre parmi les propositions de l'ancien ministre. François Baroin, le président de l'AMF, l'invite assez clairement à mettre le paquet. Il va falloir mettre en cohérence des discours qui vont plutôt dans la bonne direction, portés souvent par le président de la République, et des réalités budgétaires qui vont exactement à l'opposé. Le en même temps ne peut pas être un prête-nom pour tenir 2 discours contradictoires dans la même phrase. C'est pas possible. Donc nous soutenons, nous les maires de France, Borloo, son plan, son ambition. C'était peut-être pas à l'agenda, mais c'est à l'agenda de la République et c'est à l'agenda des quartiers de France. Donc ça doit être à l'agenda du chef de l'État. Jean-Louis Borloo, lui, se félicite de l'engouement qu'il dit percevoir autour de son plan. La balle est désormais dans le camp du chef de l'État. Et le gouvernement, il a participé à tout ça. Donc voilà, je pense que le président va s'exprimer. C'est lui qui a voulu cette démarche, je rappelle. Pas moi qui me suis levé un matin en disant « Tiens, je n'ai rien à faire en ce moment, j'ai une idée ». Non. Voilà, il m'a demandé de faire un état des lieux, ce que j'ai fait. C'est de comprendre les dysfonctionnements. Et la question, c'était, d'après toi, que faut-il qu'on fasse pour changer radicalement la donne ? Voilà, c'est donc des propositions assez simples, assez robustes, presque primaires, mais faisables, mais un peu radicales. Salut mon François. Ce dimanche, Xavier Bertrand a affirmé que si le gouvernement ne reprenait pas suffisamment les préconisations de Jean-Louis Borloo, alors les élus locaux pourraient tout de même les mettre en œuvre sans passer par l'État donc. Façon sans doute de mettre là aussi la pression sur Emmanuel Macron.
Le débat a été houleux cette fois à l'Assemblée nationale sur l'article 2 du projet de loi Schiappa pour lutter contre les violences sexuelles. Au cœur des discussions, la polémique sur le consentement des mineurs à un acte sexuel. Il faut dire que le gouvernement n'a pas opté pour la création d'une présomption de non-consentement des mineurs de moins de 15 ans, ni retenu la proposition du Sénat d'instaurer une présomption de contrainte. Flora Sauvage. Très attendu, l'article 2 du projet de loi sur les violences sexuelles est au cœur des crispations. Une pétition pour le supprimer a déjà recueilli 130 000 signatures. L'ambition affichée du gouvernement était de mieux protéger les enfants en renforçant l'arsenal législatif. Mais l'article 2 ne prévoit pas de présomption de non-consentement pour les mineurs. Il précise seulement que lorsque les faits sont commis sur mineurs de moins de 15 ans, la contrainte ou la surprise pourront être caractérisées par l'abus de vulnérabilité de la victime, ne disposant pas du discernement nécessaire pour consentir à ces actes. Autrement dit, la contrainte morale pourra découler de l'âge de la victime, mais on est loin de l'intention initiale où une relation sexuelle avec un mineur de moins de 15 ans était automatiquement considérée comme un viol. Autre nouveauté, l'article 2 alourdit la peine pour le délit d'atteinte sexuelle qui passe de 5 à 10 ans d'emprisonnement en cas de pénétration. Les associations de défense des droits des femmes et des enfants craignent que les crimes de viol soient requalifiés en délit. Le gouvernement réfute cette analyse et dénonce une mauvaise compréhension du texte. Et on retourne à la salle des conférences pour une réaction avec vous, Saveria Rojek, à vos côtés, la sénatrice Elisabeth Doineau. Absolument. Bonjour Elisabeth Doineau. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Un débat a lieu en ce moment même dans l'hémicycle. Alors on vient d'entendre un sujet sur ce projet de loi sur les violences sexuelles, un débat cette fois-ci sur la politique familiale. Quels sont les grands axes de ce chantier? On sait que c'est un chantier qui va lancer bientôt le gouvernement. Exactement. Agnès Buzyn nous avait prévenu lors du PLFSS que nous aurions cette grande concertation, cette large concertation auprès de la population, auprès de l'ensemble des acteurs de la politique familiale. Et aujourd'hui, ça tombe à point nommé, eh bien, un débat a lieu sur le thème des prestations familiales. Et je vois au discours de mes collègues que c'est quelque chose qui tient à cœur des élus. Mais alors justement, selon vous, quels sont les axes de ce chantier que va lancer le gouvernement? On parle d'une fusion possible entre le quotient familial et les allocations familiales. Ça serait donc la fin de l'universalité de ces allocations? Alors moi je ne le pense pas, parce que dans les propos d'Agnès Buzyn, j'ai plutôt senti que c'était pas le soir du grand chambardement, qu'elle souhaitait maintenir des grands équilibres. Par contre, qu'elle lançait des chantiers sur la parentalité, ça c'est quelque chose qui est extrêmement important pour justement les familles, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, la cellule familiale, c'est plus qu'elle était il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, que des parents ont besoin d'appui en termes de parentalité et que c'est nécessaire pour la qualité de vie de l'enfant. Alors justement, vous parlez de parentalité, il y a cette directive européenne sur le congé parental qui allongerait ce congé parental. On sait que la France y est assez opposée. Quel est à l'allongement du congé, cette fois-ci paternité? Quelle est votre position là-dessus? On sait que les dispositions aujourd'hui qui sont les nôtres ne sont pas toujours utilisées, et notamment par les papas. Et donc, il faut faire un bilan. La ministre a annoncé justement les conclusions de ces bilans qui devraient arriver prochainement. Et donc, c'est un ajustement que nous demanderons sur la directive européenne. En tout cas, c'est ce que j'ai compris de la part de la ministre. Je pense qu'effectivement, il faut partir de ce que l'on fait en France et de ce qui se fait bien, de ce qui n'est pas utilisé, et donc le corriger, l'amender pour finalement répondre à l'attente des parents, tout simplement. Et sur cette politique familiale, comment repenser cette politique familiale? Est-ce que vous avez des propositions concrètes? Alors oui, moi je me dis que l'universalité qui était finalement le principe fondamental de notre politique familiale, il pourrait s'ouvrir aussi dès le premier enfant. Parce qu'on sait que les familles avec un seul enfant, qu'elles soient composées d'un papa ou d'une maman ou des deux, sont parfois des familles en grande difficulté, en grande pauvreté. Donc pourquoi pas ouvrir l'universalité? Familles monoparentales. Mais oui, qui ont déjà été d'ailleurs servies en quelque sorte. Mais on voit aussi des familles avec des parents qui sont en grande difficulté parce qu'un salaire, par exemple sur la région parisienne, eh bien ça ne suffit pas pour justement accompagner un enfant vers une qualité de vie qui nous convient à tous. Très bien, merci beaucoup. Merci Elisabeth Doineau d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. Merci à vous, Saveria. Et on va justement retourner dans l'hémicycle pour voir avec vous, Tam Tranu, où on en est de ce débat. Il était intitulé, je le rappelle, comment repenser la politique familiale.
Oui, c'est un débat qui s'effectue dans l'hémicycle du Sénat à la demande du groupe de La République En Marche. Et ce débat est encore en cours. C'est la sénatrice communiste Laurence Cohen qui est en train de poser sa question à la ministre Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, après sa soirée compliquée hier au Sénat, puisque c'était déjà elle qui avait défendu le gouvernement et utilisé le vote bloqué pour empêcher la revalorisation des retraites agricoles. On en a parlé tout à l'heure au début de ce journal. Alors, la nuit a-t-elle permis d'apaiser les esprits? Il semblerait plutôt, puisque les échanges sont plutôt constructifs. Et pourtant, la politique familiale, c'est un sujet sensible, c'est un sujet d'actualité. On vient de parler de l'actualité de l'harmonisation européenne au niveau du congé parental. Agnès Buzyn a été interpellée à plusieurs reprises sur ce sujet. Et elle a dit et répété que non, elle ne bloque pas la directive européenne, mais qu'elle cherche un compromis, à faire émerger un compromis. Donc tous les sénateurs ont bien entendu cette réponse et attendent de voir ce qu'il va en sortir. Et puis également, il a été fait référence au débat qu'il y avait eu au mois de novembre dernier lors de l'examen du budget de la sécurité sociale. À l'époque, eh bien, le gouvernement avait baissé la page, la prestation d'accueil du jeune enfant, et l'avait alignée sur le complément familial. Le Sénat avait considéré là qu'il s'agissait d'une véritable atteinte à l'universalité des droits. Le gouvernement avait également plutôt privilégié les familles monoparentales et les familles pauvres en augmentant par exemple le complément de mode de garde pour ces deux catégories. Et à cette occasion-là, eh bien, c'est bien à ce moment-là qu'Agnès Buzyn avait proposé un grand débat sur la question de la politique familiale pour voir s'il faut bien viser l'universalité de ces prestations. Un débat qui reste toujours aussi pertinent sur le fond, car il est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, l'universalité de la politique familiale est peu à peu grignotée, car de plus en plus conditionnée aux ressources. Merci à vous, Tam, et on vous retrouve dans un instant. On va continuer, poursuivre ce débat avec mes invités en plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Dominique Bertinotti, ancienne ministre de la Famille. Bienvenue à vous. Également avec nous, Hélène Périvier. Bonjour. Vous êtes économiste à l'OFCE, par ailleurs membre du Haut Conseil de la Famille. Et puis deux parlementaires, deux sénateurs, Guillaume Chevrollier, sénateur LR de la Mayenne. Bienvenue à vous. Et Michel Amiel, sénateur La République En Marche des Bouches-du-Rhône. Première question pour vous, justement, Michel Amiel, puisqu'on a du mal à comprendre finalement ce qu'est la politique familiale pour Emmanuel Macron. Certains disent que c'est un peu l'angle mort de sa première année de quinquennat. Disons que c'est un chantier qui doit être lancé. La ministre avait repris une expression que j'avais employée en séance. Le PLFSS 2018, c'est un PLFSS de transition. Alors, il y a eu des mesures qui ont été rappelées dans votre interview précédente, le complément de mode de garde, la prime de naissance, ça c'est le côté bonus, le côté malus, il faut le reconnaître, c'est l'alignement de la page sur le complément familial. Ce sont des mesures extrêmement parcellaires. La question est de savoir qu'est-ce que la politique familiale. Telle qu'elle a été définie il y a 50 ans, les choses ont beaucoup changé aujourd'hui. Il a été fait allusion aux familles monoparentales, c'est une vraie question. Un sujet qui n'a pas été abordé et que je veux mettre en avant et que la ministre a souhaité mettre en avant, c'est les enfants pauvres. Presque 20% d'enfants vivent en dessous du seuil de pauvreté. Il faut rajouter aussi, puisqu'on parle de la directive européenne, les questions qui sont inhérentes au travail des hommes et au travail des femmes et les mettre sur un même plan d'égalité. Bref, c'est un vaste chantier qui est lancé. Le groupe auquel j'appartiens a souhaité déjà le lancer aujourd'hui dans le cadre d'un débat qui n'est jamais qu'un préliminaire à ce qui doit arriver. Donc je pense qu'effectivement on y verra peut-être un peu plus clair dans le PLFSS 2019. En tout cas, ça fait partie des choses importantes en matière politique dans les années à venir. Et je ne pense pas que ce soit dans l'idée du président ni du gouvernement que de les négliger. Guillaume Chevrollier, vous, quel regard portez-vous sur cette première année de quinquennat? Est-ce que justement la politique familiale d'Emmanuel Macron reste un peu l'oubliée de ces 12 premiers mois au pouvoir? Je le crois et je pense qu'il nous faut une politique familiale ambitieuse. Or, la politique du gouvernement, elle est dans la continuité du précédent quinquennat avec une politique familiale qui est une variable d'ajustement sur le plan financier. Il n'y a pas d'ambition, il y a une baisse des moyens pour les familles. On a même eu un rapport parlementaire, enfin une tentative de rapport parlementaire à l'Assemblée nationale où on a voulu supprimer le quotient familial. Nous sommes fondamentalement attachés à l'universalité des allocations familiales, à faire en sorte qu'on puisse accompagner les familles, accompagner les mamans pour les modes de garde. Donc
avoir une politique ambitieuse. Et c'est pas ce qu'on a eu. Il y a plutôt eu une régression des moyens. Donc c'est un sujet sur lequel nous sommes particulièrement mobilisés et attentifs. Et là, on n'a pas de proposition encore. Donc je crois que nous, on fera des contre-propositions, en tout cas au Sénat, la majorité sénatoriale. Dominique Bertinotti, votre avis? Il est clair que la politique familiale n'est pas au cœur de la réflexion du président Macron, ça c'est clair. Et effectivement, ne parler que de la politique familiale à travers le PLFSS, alors pour le coup, je suis rarement d'accord avec vous, mais effectivement, considérer que la branche famille est une variable d'ajustement dans la recherche d'un équilibre budgétaire. Je voudrais simplement dire, la politique familiale, ça marche sur deux jambes. Des prestations et des services. Et on entend parler des prestations, on n'entend jamais parler des services. Les services, c'est quoi? C'est le principe de garde des enfants, c'est l'aide à la parentalité, c'est l'aide au soutien scolaire, voire au moment de l'adolescence vis-à-vis des problèmes de décrochage. Donc c'est aussi le temps hors scolaire, comment s'occupe-t-on des enfants. Donc on voit bien que il y a nécessité de fonder une véritable politique familiale autre que simplement sous l'angle des prestations. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que la politique familiale, et là, d'une certaine façon, vous pouvez établir une continuité parce que je ne suis pas arrivée au bout de ma démarche lorsque j'étais ministre de la Famille. C'est vous interrogez une famille et vous lui dites combien vous recevez exactement par mois pour éduquer votre enfant. Aucune famille n'est capable de le dire. Entre les différentes prestations, rien n'est calculé sur le même principe. Donc qu'il y ait une réflexion globale sur le niveau des prestations, je trouve cela indispensable. Je suis favorable, effectivement, alors on reviendra peut-être sur la question de l'universalité, parce qu'il faut redéfinir, et je ferai aussi une proposition. Alors, on attend votre proposition. Hélène Périvier, c'est vrai que la tâche du gouvernement est compliquée de repenser cette politique familiale dans un contexte où finalement le taux de naissance et de fécondité a baissé en France. Alors, ça dépend de l'objectif qu'on assigne à la politique familiale. C'est vrai que pendant très longtemps, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, l'objectif principal était celui de la stimulation de la natalité. Il est clair que cet objectif a changé, il s'est multiplié. Il y a dedans l'articulation vie familiale, vie professionnelle, le bien-être des enfants, la lutte contre la pauvreté des enfants, l'égalité des chances. Donc la politique familiale a bien d'autres objectifs que celui-ci. Et par ailleurs, ça me semble bien légitime qu'on passe un peu à autre chose. Ce qu'on peut dire, c'est vrai que il manque un peu dans la politique familiale, c'est pas propre à ce gouvernement-là, mais c'est un peu général depuis un certain nombre d'années. Il manque un peu une boussole claire de ce qu'on veut lui attribuer comme objectif final. La politique familiale, c'est vrai que ce sont des prestations, c'est vrai que ce sont aussi des services, c'est aussi une politique fiscale qui est très importante. C'est aussi en matière de retraite des avantages familiaux. Donc quand on prend la politique familiale au sens large, on est en train de parler de masses extrêmement importantes qui peuvent représenter 5 à 6 points du PIB. Donc à nous de mettre sur la table ce débat pour savoir quels objectifs nous donnons à cette politique familiale, quel sens nous voulons-nous lui donner. Et dans ce cadre-là, on peut réfléchir à la question de l'universalité et toute autre question qui sont relatives à la façon dont on aide les familles. Michel Amiel et ensuite Guy. Oui, je rejoins ce que disait Madame la Ministre. Vous avez parlé en effet des allocations, vous avez parlé de 2 jambes. Non, il y en a une troisième, c'est la fiscalité. C'est vrai. Et ça va toucher du coup la question que vous avez évoquée, chers collègues, concernant l'universalité. Je ne vais pas vous donner mon opinion personnelle, elle a assez peu d'importance. Alors je dirais que c'est ni un tabou ni un dogme. D'autant qu'à supposer qu'on la supprime, ça rapporterait vraiment pas grand-chose. On a chiffré ça autour de, je crois, 150 millions d'euros. Vous me corrigez si c'est pas le bon chiffre. Enfin, autour d'eux, peu importe. À titre personnel, je pense que l'universalité est plutôt quelque chose de favorable. Je vous rejoins donc. Et je vous rejoins aussi sur le fait de dire, c'est d'une complexité, les gens n'y comprennent rien. Est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir, voire élargir la réflexion à la notion d'allocation? Alors, il y a eu des travaux là-dessus concernant l'allocation de base, l'allocation universelle, appelez ça comme vous voulez, mais il est vrai que cela assorti à une fiscalisation
on rentre dans des choses un petit peu techniques de cette allocation, ça simplifierait sans doute les choses. Aujourd'hui, même pour des initiés, on va dire, des gens qui s'occupent de ces choses-là, c'est extrêmement compliqué, le nombre d'allocations qui se coupent, qui se recoupent, et les gens au quotidien n'y comprennent absolument rien. Donc moi je plaide pour une simplification et peut-être une universalité plus globale qui serait éventuellement fiscalisée pour du coup mettre ça sur un certain plan d'égalité. Parce que le symbole est fort quand on touche à l'universalité des allocations familiales, Guillaume Chevrollier. Le symbole est fort et je pense qu'il faut un discours fort. Vous avez parlé de la baisse de la natalité en France. Il faut aussi que les responsables politiques affirment une ambition pour la politique familiale en France, de soutien aux familles, parce que la famille, c'est la cellule de base de notre société, c'est un lieu de solidarité dans la période difficile sur le plan économique. C'est au sein des familles où s'expriment des solidarités, du soutien. Et la famille, c'est de la naissance jusqu'à la fin de vie, c'est une cellule de base essentielle. Donc il faut que les pouvoirs publics affirment leur soutien, pas uniquement sur le plan financier, mais aussi sur le plan moral, que c'est une institution à défendre. De quoi la famille est-elle le nom? Et à partir de là, il faut défendre aussi une politique qui soit claire. Là-dessus, on demande de la lisibilité et de la stabilité. Pour qu'une politique soit efficace, il faut que les mesures soient stables et qu'on parte. Mais là, en début de quinquennat, il n'y a pas d'objectif clair, donc on ne sait pas trop ce qui va se profiler pour la durée du quinquennat. Ce que je regrette, parce que les familles, d'ailleurs comme l'ensemble des Français, ils aspirent à savoir où on les emmène. Et pour ça, il faut avoir une vision et des propositions et de la stabilité. Et sous le quinquennat de François Hollande, il y a déjà eu un premier coup de griffe à Dominique Bertinotti à l'universalité des allocations familiales. Elles avaient été plafonnées en fonction de... Il faut s'entendre sur ce que veut dire universalité à partir du moment où on a un système d'allocation familiale où au premier enfant, on n'a pas d'allocation. Donc l'universalité, elle est déjà reniée. Bon. Moi, je pense qu'aujourd'hui, avec l'évolution de la société, de la famille, etc., ce que l'on n'arrive pas à faire chiffrer par les services administratifs, c'est qu'est le coût de base de l'éducation d'un enfant. Et il faut le nourrir, il faut le loger, il faut le vêtir, il faut le scolariser, il faut lui assurer un minimum de loisirs. La vraie universalité, ce serait de dire, tout enfant, alors je pense qu'il y a deux grandes phases à distinguer, ce qui va de la naissance jusqu'à peu près 12-13 ans, et puis ensuite la période de l'adolescence où les coûts ne sont plus les mêmes. Et de dire quel est le coût minimum en dessous duquel, effectivement, on rentre dans un seuil de pauvreté et on n'assume pas cela. Et on a déjà des données chiffrées, j'imagine. Mais c'est beaucoup plus... En fait, c'est complexe que de dire, est-ce qu'un enfant, pour faire très simple et caricatural, est-ce que c'est 100 € par mois, 200 € par mois, 400 €? Mais je pense que la vraie universalité, ce serait de dire, l'État est en capacité d'assurer ce coût minimum et effectivement, après qu'il y ait un phénomène de redistribution, ça me paraît tout à fait nécessaire. Hélène Périvier. Oui, alors c'est vrai que la question de la définition du coût de l'enfant, elle est complexe parce qu'on peut regarder combien coûte effectivement un enfant en termes de besoins fondamentaux. Alors il va falloir qu'on définisse ce que sont ces besoins fondamentaux, mais ça c'est possible et ça plaide vraiment pour une allocation unique pour enfants, un petit peu à la manière de ce que Thomas Piketty avait proposé dans son livre La Révolution fiscale. Donc ça, ce serait une première approche. Alors c'est là où on est vraiment sur la discussion des principes de la politique familiale, parce que d'autres pourraient dire que le coût de l'enfant, c'est ce que dépensent les parents pour leur enfant, et alors là, on met le doigt dans ce qu'on appelle le principe d'égalité, d'équité horizontale, c'est-à-dire que l'arrivée d'un enfant ne devrait pas permettre, au nom de ce principe-là, ne devrait pas induire une baisse de niveau de vie. Et ça veut dire que d'autant plus on est riche, car souvent. Alors d'abord, c'est ce principe-là qui est au cœur de notre politique familiale actuelle et qui, moi, de mon point de vue, doit être repensé. C'est-à-dire que je pense que ce principe-là est dommageable à la politique familiale parce qu'en voulant le suivre jusqu'au bout, on en arrive à une politique familiale très anti-redistributive, puisque bien sûr, c'est vrai que les couples plus riches dépendent
plus d'argent pour leur enfant. Donc il y a derrière la question du coût de l'enfant et la question du niveau de vie, une question très importante qui est le ressenti des parents en termes de perte de niveau de vie. Là, on a fait des travaux qui montrent que, en fait, le ressenti en termes de perte de niveau de vie, il décroît avec le revenu des parents. Parce que c'est sûr que quand on emmène ses enfants en vacances parce qu'on en a les moyens, on a le plaisir de les emmener en vacances. On ne considère pas qu'il s'agit là d'un coût, d'une charge. Or là, on a une politique familiale qui dépense beaucoup de ce point de vue-là, qui pourrait être revue. Je voudrais juste ajouter quelque chose. Dans la politique familiale, il y a les enfants et il y a, vous avez parlé de la famille. Moi, je pense qu'il faut vraiment parler des familles qui sont extrêmement hétérogènes. Et dans la famille, il y a l'idée du couple aussi. Or, on est quand même encore dans un pays en France où la fiscalité des couples n'est pas interrogée. Les couples mariés pacsés bénéficient de 2 parts fiscales et d'un quotient conjugal qui n'est pas plafonné, contrairement au quotient familial qui, lui, l'est. Moi, je m'interroge de l'incapacité que nous avons en France à ouvrir cette boîte qui nous permettrait de dégager des marges de manœuvre et avec lesquelles on pourrait faire de grandes choses en matière de garde d'enfants, de congés parentaux ou d'une politique familiale qui pourrait permettre d'accompagner les parents dès le premier enfant. En fait, c'est vraiment cette globalité qu'il faut prendre en compte pour dégager des marges de manœuvre. Michel Amiel, est-ce que si la mission d'information parlementaire qui n'a pas vraiment abouti à l'Assemblée nationale sur cette question de refonte de la politique familiale, c'était un ballon d'essai? On essaie de voir un petit peu comment réagit l'opinion quand on veut fusionner à la fois le quotient familial et les allocations, c'est ça? C'est un sujet extrêmement sensible quand on parle de toucher à l'universalité des allocations. Allez, pour employer une expression toute faite, pardonnez-moi, on dit souvent c'est un marqueur de la droite. Moi, personnellement, je ne le crois pas. À titre personnel, je suis plutôt pour une universalité, comme je l'ai dit tout à l'heure, élargie. Une allocation unique, on la fiscalise et on rend les choses beaucoup plus équitables. Vous êtes rentré dans les détails, on voit à quel point le sujet est complexe et les familles ne le comprennent pas. Après, ce que je crois qu'il faut bien dire, il y a une logique de l'offre et il y a une logique de la demande. On peut faire ce qu'on veut, quelque gouvernement que ce soit ne pourra proposer des solutions et des montants qu'à partir de l'offre qu'il peut bien proposer et en matière de niveau de vie, en matière de pouvoir d'achat, et c'est le maître mot, le pouvoir d'achat des familles. Maintenant, vous avez dit la famille est l'unité élémentaire de la société. C'est vrai, mais je le rappelle, je le martèle même, la famille a beaucoup changé. Les familles monoparentales, dans certains lieux, c'est 50%. Qui dit famille monoparentale dit aussi famille recomposée. Qu'est-ce que la famille aujourd'hui? Jadis, il y avait au sein d'une famille une personne âgée. Aujourd'hui, le 3e âge n'est plus pris en charge dans le cadre familial. Je crois que... Encore qu'il y a le problème des aidants. Alors, les aidants, l'aide aux aidants, c'est un sujet... Voilà. Si on veut vraiment aborder les choses comme il faut, c'est un gigantesque chantier qui ne va pas se faire en 6 mois. On voit que c'est un sujet effectivement global. Je voudrais aussi qu'on parle de cette directive européenne, puisque la création d'un congé parental au niveau européen fait débat. Ce serait une des rares tentatives, pourtant, d'harmonisation sociale au sein de l'Union européenne. Mais la France n'en veut pas, au motif qu'un allongement du congé pour les pères coûterait trop cher. Quentin Calmy. L'égalité entre les hommes et les femmes, c'est l'une des grandes causes du quinquennat. Et pourtant, c'est bien la France qui freine des 4 fers le projet d'un congé parental européen. Fruit d'un travail de 3 ans, la directive tourne autour de 3 mesures phares. Un congé pour les pères d'une durée de 10 jours, une mesure qui existe déjà en France. S'y ajoutent 5 jours de congé payé par an pour s'occuper d'un proche dépendant. Dernière disposition, la plus problématique pour la France, un congé parental de 4 mois fixé sur la base d'un arrêt maladie. Ainsi, le congé parental, actuellement de 396 € par mois, serait rémunéré au niveau des indemnités maladie. Le 17 avril dernier, le président de la République a donc expliqué que la France ne soutiendrait pas la directive. Les congés parentaux payés au niveau de l'indemnité maladie journalière, c'est une belle idée qui peut coûter très cher et finir par être insoutenable. Donc en France, nous allons réformer le congé, en particulier le congé parentaux pour le conjoint aujourd'hui qui ne peut pas en bénéficier ou en bénéficie beaucoup moins. Mais je pense qu'il faut avoir une ambition égalitaire, aller beaucoup plus loin, mais nous ne pouvons pas le faire payer par des systèmes parfois en les déséquilibrant. Une énorme déception, notamment pour les syndicats, CFDT, CGT, Force ouvrière, tous regrettent la décision. Monsieur le Président, vous avez tenu à faire de l'égalité entre les femmes et les hommes une grande cause nationale. Pour mettre les paroles en adéquation avec les actes, nous vous demandons donc de soutenir le projet de directive sur l'équilibre vie privée-vie professionnelle. Prochaine étape, le 21 juin prochain, à l'occasion d'un Conseil européen qui doit voter sur la question, la France a promis d'avancer des contre-propositions en la matière.
Alors, interpellée sur ce sujet cet après-midi au Sénat, Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, a répondu. Je vous propose de l'écouter. Vous m'interrogez sur la directive européenne qui est en cours de négociation. Alors, telle qu'elle avait été présentée par la Commission en avril, sa première version prévoyait que ce congé puisse s'étendre jusqu'aux 12 ans de l'enfant, ce qui pose un problème pour le travail des femmes que nous soutenons également, avec un risque de difficulté de retour à la vie civile, si je puis dire, à la vie professionnelle, pardon, et un alignement de ce congé sur les indemnités journalières avec un coût calculé de 1,6 milliard d'euros, alors que le compromis actuel permet aux États membres de fixer eux-mêmes le niveau adéquat de rémunération. Alors aujourd'hui, la France s'est engagée sur une rémunération de 396 € par mois pour les personnes qui ne travaillent pas. Nous sommes en train de continuer la négociation avec les différents États membres jusqu'au 21 juin, où doit être adoptée la directive. Notre position, c'est qu'il ne faut pas que cette directive aboutisse à éloigner les femmes du marché du travail. Guillaume Chevrollier, vous soutenez la position du gouvernement justement de s'opposer à cette directive européenne ? Je pense qu'il faut trouver une solution qui permette effectivement le meilleur retour à l'emploi des femmes après leur congé, dans une période où il y a des mobilités professionnelles. Il faut vraiment favoriser ça. Je pense que c'est une incitation justement à avoir une politique familiale ambitieuse. Sur cette harmonisation au niveau européen, faut voir, on voit bien qu'il y a des convergences à trouver, mais sur certains sujets, si les écarts sont trop importants, ça peut avoir des impacts là-dessus. On verra que dans le cadre de ce débat, il faut mettre tous les éléments du débat, et peut-être que l'approche aussi des élections européennes, ça va permettre que l'opinion publique s'empare de cette question. Dominique Bertinotti, là encore, le gouvernement nous dit que ça va coûter trop cher, et on a entendu d'ailleurs Emmanuel Macron le rappeler. Mais justement, cet argument-là n'est pas un bon argument, dans la mesure où si on ne repense pas la globalité des allocations, alors je ne sais pas comment appeler ça, des allocations prestations familiales, on peut dire qu'effectivement, au regard d'aujourd'hui, ça peut coûter cher. Mais simplement, c'est ne pas vouloir tenir compte d'un nouveau rapport au travail, aussi bien du côté des femmes que du côté des hommes. Moi, je l'ai vu lorsqu'on voyait comment le télétravail pouvait se développer et qui pouvait en bénéficier. Dans des grandes entreprises, il y a la prise de conscience qu'il y a des hommes aussi qui veulent pouvoir disposer de plus de temps, soit à la naissance de leur enfant, soit au moment de l'adolescence. Et donc, si on ne veut pas aujourd'hui mieux concilier la vie professionnelle et la vie personnelle, on va aller vers des choix qui seront subis par les parents et qui ne seront pas de bons choix. Donc il faut tenir compte d'une évolution de la société où le rapport au travail, où le rapport au temps passé au travail et à la vie personnelle a beaucoup évolué. Et ceci dans un souci d'égalité entre hommes et femmes. Entre hommes et femmes. Parce que vous pouvez avoir des hommes qui sont prêts à assumer un congé parental plus long que, par exemple, celui d'une femme. Enfin, je veux dire, il n'y a pas... le fait de ne pas vouloir voir la globalité de la question, pour une fois que l'Europe propose du mieux-disant, ce serait dommage de s'en priver. Alors, Guillaume Chevrollier, car je sais que vous devez regagner à l'hémicycle, peut-être un petit mot de conclusion sur ce débat autour de la politique familiale. Vous en attendez une vision claire du gouvernement, c'est ça ? On attend une vision claire. Je pense que le gouvernement, sur la mobilité et les transports, sur l'eau, lance des assises. Je pense que sur la famille, puisqu'on ne peut pas dire que ça a été un sujet majeur traité dans le cadre de la campagne présidentielle, ce serait intéressant qu'on ait un grand débat, des assises sur la famille, la politique familiale, pour l'ensemble des familles françaises. Ce serait un sujet intéressant pour le Parlement et pour le pays. Bien, merci Guillaume Chevrollier. Je vous laisse regagner l'hémicycle du Sénat. Et Hélène Périvier, vous comprenez, la position française justement sur ce blocage, sur l'harmonisation du congé parental au niveau européen ? Alors oui et non. Alors non, parce qu'effectivement, on doit pouvoir repenser la globalité du système. C'est sûr qu'on ne peut pas, en l'état actuel, sans rien changer, importer 4 mois payés sur indemnité journalière, ajouter au congé parental tel qu'il existe, ajouter au congé maternité, paternité, gardant ce quotient conjugal
conjugale dont je parlais tout à l'heure. On ne peut pas avoir la politique des Nordiques et la politique des pays du Sud. On est obligé de revoir l'ensemble et la cohérence. Donc si on veut porter une politique familiale qui porte l'égalité femmes-hommes, il faut revoir la fiscalité des couples, revoir le congé parental tel qu'il existe. Aujourd'hui, on parle de quoi? On parle d'un congé qui est rémunéré 1/3 du SMIC, qui dure jusqu'à 2 ans maintenant pour les femmes, mais avant c'était jusqu'à 3 ans. Et la dernière année est censée être prise par les pères, qu'ils ne la prennent absolument pas, parce qu'1/3 du SMIC, ça n'attire personne. Le taux de recours au congé parental est extrêmement faible en France, parce qu'il n'est pas du tout attractif. De fait, ce sont des femmes plutôt éloignées du marché du travail qui le prennent. Donc la réponse qui consiste à dire un congé de 4 mois éloignerait les femmes du marché du travail est complètement absurde, parce que précisément c'est le contraire. Mais bien sûr qu'on ne peut pas ajouter ce 4 mois au système tel qu'il existe. On ne peut pas importer un modèle qui nous vient plutôt du modèle nordique dans le système français tel qu'il existe. On est obligé de repenser, de trouver des marges de manœuvre budgétaires. Il ne s'agit pas d'être inconséquent de ce point de vue-là. Trouver des marges de manœuvre budgétaires qui existent, revoir le congé parental tel qu'il existe, peut-être repenser la structure du congé maternité-paternité dans le cadre d'un congé mieux adapté à l'égalité femmes-hommes. C'est comme ça. Donc j'ai envie de vous dire, oui, on ne peut pas l'importer comme ça. Mais ça n'est pas, c'est pas définitif. Il suffit juste qu'on laisse de la place pour ce nouveau type de congé. Ouais. Michel Amiel, c'est insoutenable, a dit Emmanuel Macron. C'est insoutenable, comme vous l'avez dit, actuellement sur un plan financier. 1,6 milliard, c'est ça? Oui, ça doit être ça. 1,6 milliard. Actuellement, mais on va être tous d'accord finalement pour dire il faut une refonte globale. Écoutez, force est quand même d'admettre que les gouvernements précédents, quels qu'ils soient, pas uniquement, n'ont jamais osé s'y attaquer, parce que c'est un Everest technocratique à tout point de vue. Non, mais il faut dire la vérité. Oui, c'est vrai, vous Donc, avez raison. il faut s'y attaquer. Écoutez, j'espère de tout cœur que ce gouvernement va le faire, puisque je le soutiens. Madame Buzyn a l'air décidée à le faire. Mais la directive européenne, telle qu'elle est préconisée, sans une approche globale des choses, force est d'admettre que ce n'est pas possible budgétairement. Guillaume Chevrollier parlait d'assises de la famille, des familles. Ça peut être effectivement une possibilité de réflexion, de débat. Oui, enfin, moi, je pense que surtout, il faut pousser ceux qui ont les compétences à être un peu audacieux et à repenser la globalité du financement de ce qu'on appelle la politique familiale. Et donc de partir des situations d'aujourd'hui, du développement des modes de garde, est-ce qu'on renforce la préscolarisation des 2-3 ans? Enfin, il y a quand même beaucoup de nouveautés qui nécessitent qu'on repense la globalité de la politique familiale, donc du financement de la politique familiale. Moi, ce qui me désolait quand j'étais ministre de la Famille, c'est que je savais que le budget famille était une variable d'ajustement. On me disait, soit il faut absolument pas augmenter les dépenses, soit on va prendre un peu pour pouvoir corriger d'autres déficits. Ça, c'est une logique comptable qui n'est pas porteuse d'avenir. Donc, puisque, paraît-il, nous sommes dans le nouveau monde, nous espérons qu'on va avoir une nouvelle politique familiale. Mais est-ce que la fin de l'universalité des allocations familiales, ça profite réellement aux familles monoparentales, aux enfants les plus pauvres, les plus modestes, Hélène Périvier? Ça dépend comment on la pense. Ça a été dit un peu tout à l'heure, c'est un peu ce qui a été fait, un peu technocratique, mais il y a eu des plafonds de ressources qui ont été baissés, alignés, des choses qui ne se voient pas fondamentalement, mais qui rapportent quelques millions par-ci, par-là. Pour moi, ça, c'est plutôt du bricolage. Là, ce dont on a vraiment besoin, c'est d'ouvrir tous les pans de la politique familiale. J'insiste vraiment sur la question de la fiscalité parce que c'est un pan qui n'a pas été ouvert et qui permettrait vraiment de dégager des marges de manœuvre budgétaires pour financer une nouvelle politique familiale. Là, systématiquement, on est bloqué par une enveloppe à minima à budget constant, voire peut-être en réduction. Ce qui a été fait dans les gouvernements précédents, ça a été plutôt d'essayer de faire des choses qui d'un certain côté, vont dans le bon sens. Réduire la durée du congé parental, il y avait vraiment cette idée de limiter l'interruption de carrière des femmes. Simplement, comme l'indemnisation n'a pas été changée, on n'a pas reconstruit un nouveau droit, on a juste limité un droit qui existait. On n'a pas attiré les pères vers ce congé, donc on a limité les droits auxquels les femmes avaient accès. Donc là, il faut vraiment qu'on arrive à se libérer de cette contrainte budgétaire, mais elle existe, donc il faut trouver des marges de manœuvre. C'est pour ça que où est-ce qu'il y a des marges de manœuvre? Bon, je me permets quand même de remettre ce débat-là. Il y a des marges de manœuvre derrière le quotient conjugal qui n'est pas plafonné. Donc, à nous de mettre ça dans le débat démocratique, aux économistes comme je suis de pouvoir financer et montrer les différents scénarios possibles. Mais c'est cette question-là qu'il nous faut poser. C'est pas tellement l'universalité, c'est
comment peut-on reconstruire une enveloppe qui donne du sens à notre politique familiale, qui permette d'aider à la fois les foyers monoparentaux, les familles recomposées. On sait qu'un enfant dont les parents sont séparés sont plus pauvres que les autres. Donc voilà, c'est cette question-là qu'il faut absolument mettre sur cet aspect. Ça sera le mot de la fin. Oui, alors le mot de la fin, mais juste pour l'effleurer, on l'a à peine entrevu, le mode de garde est un sujet capital dans une politique familiale. Et il est complexe, parce que moi j'ai été maire de longues années. Si les mairies ne construisent pas des crèches, pour autant qu'il n'y ait que ce mode de garde, on sait qu'il y en a d'autres. Oui, mais enfin, nous, dans le Sud, on est attachés à un mode de garde collectif. Il y a un véritable problème de liste d'attente, des choses qui pourront faire l'objet peut-être de notre débat sur le mode de garde. Eh bien, merci à vous, Michel Amiel. Merci à Dominique Bertinotti. Merci Hélène Périvier. On retourne d'ailleurs en séance. On retrouve Tam Tranui depuis la tribune de presse de l'hémicycle. Tam, où en sont ces débats? On en a beaucoup parlé ici sur la politique familiale. Eh bien, écoutez, la ministre Agnès Buzyn est en train de répondre à la question que vient de lui poser l'ancien ministre, sénateur Les Républicains, Édouard Courtial, qui s'est beaucoup interrogé, inquiété sur une éventuelle remise en cause par le gouvernement du quotient familial, qu'il a qualifié d'erreur économique majeure, d'erreur historique en la matière, et qui a demandé à ce que l'on n'oppose pas les dogmatiques aux réformistes sur ce sujet. Alors, bien sachez qu'Agnès Buzyn vient de lui dire à nouveau qu'elle ne souhaitait pas complètement bouleverser les équilibres de la politique familiale. Donc pour lui, une réponse plutôt rassurante. Autre sujet qui a été extrêmement traité dans les rangs de la droite, la question de la baisse de la natalité en France. Édouard Courtial y a fait allusion, mais aussi la sénatrice UC Elisabeth Doineau, ou encore le sénateur Les Républicains Charles Revet. Et à chacun, Agnès Buzyn a répondu toujours avec constance la même chose. L'unique réponse de la ministre est que pour elle, le frein aujourd'hui, c'est la difficulté à concilier vie personnelle et vie professionnelle. Et pour elle, la solution, elle vient du fait de proposer des modes de garde qui conviennent à tous. Donc tout ça vient dans la politique d'accueil du jeune enfant, et aussi une politique qu'elle souhaite particulièrement viser les familles en difficulté et en rupture. Notez enfin également l'intervention de Jean-Marie Van Lerenberg, le rapporteur général du budget de la sécurité sociale, qui a lui appelé à une longue refonte du système de prestations familiales aujourd'hui, un système qui pour lui est trop complexe, avec des effets de seuil qui ne s'appliquent qu'à partir de 2 enfants et qui génèrent de très nombreuses injustices. Lui préconise une allocation familiale unique qui pourrait être donnée dès le premier enfant. Agnès Buzyn a plutôt fermé la porte à une telle refonte. Elle a dit qu'elle ne veut pas tout bousculer. Elle a en revanche identifié environ 100 000 familles avec un seul enfant qu'il conviendrait d'aider bien davantage. Donc peut-être encore une nouvelle prestation qui serait créée. Merci à vous, Tam. Alors que l'examen de la réforme ferroviaire approche au Sénat, environ 15% des amendements portés par la CFDT et l'UNSA pourraient être repris. Elisabeth Borne, la ministre des Transports, a donné son feu vert à quelques aménagements, notamment sur la question sensible du transfert des personnels dans le cadre de l'ouverture à la concurrence. On l'écoute, elle était auditionnée au Sénat hier. Au vu des échanges que j'ai eus avec les organisations syndicales, il me semble important d'enrichir le texte voté à l'Assemblée en prévoyant le renforcement de la priorité donnée au volontariat en l'élargissant à l'ensemble de la région, la proposition d'une offre alternative de reclassement à chacun des salariés qui consacrent moins de la moitié de son temps de travail au service transféré, ainsi que l'ouverture pour une période transitoire d'un droit d'option individuel permettant à un cheminot revenant à la SNCF de choisir soit le nouveau cadre contractuel, soit le statut. Et je sais, monsieur le rapporteur, que vous partagez cette préoccupation, et je souhaite que les débats qui s'engagent nous permettent d'avancer ensemble pour y répondre. Le débat a été houleux à l'Assemblée nationale qui a finalement voté l'article 2 et l'intégralité hier du projet de loi Schiappa pour lutter contre les violences sexuelles. Au cœur des discussions, la polémique sur le consentement des mineurs à un acte sexuel. Il faut dire que le gouvernement n'a pas opté pour la création d'une présomption de non-consentement des mineurs de moins de 15 ans, ni retenu par ailleurs la proposition du Sénat d'instaurer une présomption de contrainte. Explication Flora Sauvage. Très attendu, l'article 2 du projet de loi sur les violences sexuelles est au cœur des crispations.
Une pétition pour le supprimer a déjà recueilli 130 000 signatures. L'ambition affichée du gouvernement était de mieux protéger les enfants en renforçant l'arsenal législatif. Mais l'article 2 ne prévoit pas de présomption de non-consentement pour les mineurs. Il précise seulement que lorsque les faits sont commis sur mineurs de moins de 15 ans, la contrainte ou la surprise pourront être caractérisées par l'abus de vulnérabilité de la victime, ne disposant pas du discernement nécessaire pour consentir à ces actes. Autrement dit, la contrainte morale pourra découler de l'âge de la victime, mais on est loin de l'intention initiale où une relation sexuelle avec un mineur de moins de 15 ans était automatiquement considérée comme un viol. Autre nouveauté, l'article 2 alourdit la peine pour le délit d'atteinte sexuelle qui passe de 5 à 10 ans d'emprisonnement en cas de pénétration. Les associations de défense des droits des femmes et des enfants craignent que les crimes de viol soient requalifiés en délit. Le gouvernement réfute cette analyse et dénonce une mauvaise compréhension du texte. Et on retrouve Saveria Rojek avec la sénatrice communiste du Val-de-Marne, Laurence Cohen. Bonjour Laurence Cohen, Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Ce projet de loi donc, sur les violences sexuelles et sexistes adopté hier à l'Assemblée nationale et ce fameux article 2 qui assimile selon certains, selon des critiques, un viol sur mineur à un délit. Quelle est votre position précisément là-dessus, sur cet article 2 ? Écoutez, d'abord, je veux vous dire que je pense qu'on a besoin d'un débat sur ces questions et que donc, au niveau du Sénat, nous allons l'avoir en juillet et que d'ici là, nous allons travailler sur cette loi et nous allons faire des auditions. Je le souligne parce que c'est très important pour moi qu'il y ait ce débat, ces confrontations de points de vue. Je crois beaucoup au débat parlementaire, contrairement visiblement au gouvernement. On en a eu la preuve hier avec les retraites agricoles et notre proposition de loi. Donc ça, c'est la première chose, parce que je pense qu'il faut aller au bout des choses, dans la mesure où l'Assemblée nationale a fait bouger aussi des éléments qui étaient proposés par la ministre, la secrétaire d'État, Madame Schiappa. Ça, c'est ma première remarque. Deuxième remarque, je suis assez inquiète aujourd'hui, parce que face aux violences qui sont faites sur les femmes d'une manière générale, et là, on parle de mineurs, il y a beaucoup de paroles, mais il n'y a pas de moyens qui sont dégagés, et notamment, je pense à toutes les associations qui sont vraiment asphyxiées. Ça c'est la deuxième chose. Ça a été d'ailleurs rappelé, justement, ce manque de moyens dans les débats hier soir à l'Assemblée. Mais revenons sur le texte, précisément sur cet article 2. Je vous demandais votre position sur cet article 2. Et je n'allais pas éviter la question. Moi, si vous voulez, ce qui m'inquiète, c'est que Marlène Schiappa avait dit qu'elle porterait un âge en dessous duquel il n'était pas possible de ne pas dire que le mineur était disons, d'accord avec l'acte de pénétration, etc. Le gouvernement a en effet abandonné cette présomption de non-consentement. Voilà, présomption de non-consentement. Or, si vous voulez, nous avons été plusieurs. Moi, j'ai déposé avec mon groupe une proposition de loi qui a effectivement dit présomption irréfragable en dessous de 15 ans. Depuis, il y a des associations qui disent que ça peut être une présomption simple entre 13 et 15 ans. Je pense à la COFRAD, et puis en dessous de 13 ans, irréfragabilité. La ministre ne s'est pas acheminée là-dessus. Pourquoi ? À cause d'une peur d'anticonstitutionnalité. Voilà, d'une censure constitutionnelle. Voilà. Bon, moi, je m'étonne de ça, parce qu'il va y avoir en même temps une réforme constitutionnelle voulue par le gouvernement. Donc on aurait pu faire bouger la Constitution. Et cet article 2 qui transformerait le viol sur mineur en un délit et non plus un crime. Mais c'est pour ça, si vous voulez, j'en viens... C'est de cette façon que vous l'interprétez. Eh bien, j'en viens à cette proposition très concrète de l'article 2, si vous voulez, c'est que ça ouvre la porte au doute. C'est-à-dire, à partir du moment où, d'une façon ou d'une autre, on encourage le fait de correctionnaliser le viol, à ce moment-là, le viol ne devient plus un crime. Or là, on parle d'enfants. On n'a pas à se poser des questions sur le fait est-ce qu'il y a un crime ou est-ce qu'il n'y en a pas. C'est un crime. Le viol, d'une manière générale, il est puni parce que c'est un crime. Ça a été une bataille très, très lourde des associations féministes. Or, aujourd'hui, la ministre a fait grand bruit de cette loi et, en définitive, pour moi, elle semble ne pas améliorer les choses, voire même, au contraire, les aggraver. Est-ce qu'on culpabilise les victimes ?
Je ne sais pas si on culpabilise les victimes dans ce cas-là, mais en tout cas, le débat tel que je l'ai un peu entendu au niveau de l'Assemblée nationale, c'est quand même une surdité à entendre les arguments qui étaient avancés par mes collègues parlementaires. Elle ne veut pas répondre sur le fond, elle est persuadée que de toute façon, elle détient la vérité et donc elle veut passer en force. Très bien, merci beaucoup. Merci Laurence Cohen d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous, Saveria. Et on poursuit le débat en plateau avec mes invités. J'ai le plaisir d'accueillir Françoise Gatel. Bonjour, merci d'être là. Vous êtes sénatrice Union centriste d'Ille-et-Vilaine. Vous avez par ailleurs fait partie du groupe de travail sénatorial justement sur cette question des infractions sexuelles commises à l'encontre des mineurs. J'accueille également Fatima Benomar. Bonjour, vous êtes co-porte-parole de l'association Les Effrontés. Katia Dubreuil est également sur ce plateau. Bonjour, présidente du syndicat de la magistrature. Et Victoire Jasmin. Bonjour, merci d'être avec nous. Sénatrice socialiste de la Guadeloupe. On vient d'entendre, Fatima Benomar, justement la controverse autour de cet article 2 qui a été voté à l'Assemblée nationale en attendant l'examen au Sénat. Aujourd'hui, vous dites que le gouvernement a reculé, finalement, que c'est un signal négatif qui est envoyé aux violeurs ? Très clairement, moi j'étais invitée à l'Élysée le 25 novembre dernier où Emmanuel Macron a dit son discours et où il s'est positionné pour un âge de 15 ans au-dessus duquel il n'y a plus débat pour savoir si une relation sexuelle imposée à une mineure par un adulte est consentie. Donc ça, c'était sur quoi il s'était en tout cas positionné. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est un durcissement de la peine pour ce qui est de l'atteinte sexuelle, c'est-à-dire qu'on ne part pas du principe qu'elle n'était pas consentante, mais que quand même c'est pas très bien pour un adulte d'avoir un rapport sexuel avec une personne mineure, mais ce n'est toujours pas un crime, parce que, encore une fois, il faut faire une démonstration de la menace, de la contrainte, de la surprise, de la violence. Or, par définition, une enfant n'est pas, la plupart du temps, les enfants ne sont même pas en situation de comprendre la situation, de se débattre, de crier. Ils sont face à quelqu'un qui incarne une autorité. Typiquement, les cas de Sarah et Justine, c'était ces hommes-là de 22 et 28 ans, elles avaient 11 ans, étaient des inconnus, qui les a pris dans un parc. Alors, ce sont deux cas, effectivement, qui ont défrayé la chronique récemment. Qui ont fait connaître, en fait, qu'il n'y avait pas d'âge minimum. Il y avait une jurisprudence datant de 2005 sur une gamine qui avait 5 ans. Mais sinon, c'est tout ce qu'on avait dans le droit. Et la seule chose, nous, où c'est important quand même, où il y a une avancée, c'est que ça fasse débat. Moi, je suis dans des associations féministes depuis 2009. Le nombre de femmes que j'entends dont la première agression sexuelle a été très jeune, très précoce. La pédocriminalité et l'ampleur de la pédocriminalité et de l'inceste en France est en train de tomber son masque. Et maintenant, il faut voir courageusement ce débat. Françoise Gatel, on sait que le gouvernement est effectivement un peu revenu sur ce seuil d'âge minimal. Il y avait un risque aussi d'inconstitutionnalité, nous dit-on. Oui, c'est dommage que le gouvernement ne nous ait pas plus entendus. Moi, je pense, comme chacun d'entre nous ici, que c'est un sujet extrêmement grave et qu'il s'agit là de délits qui sont juste inacceptables. Et il faut rappeler pour les mineurs que ça concerne aussi bien les petites filles que les garçons. Il faut surtout bien avoir en tête que la plupart du temps, ça se produit dans le milieu familial ou amical des enfants et que ça rend très difficile la libération de la parole. Donc ça, c'est aussi un vrai sujet. Sur l'âge, nous, au Sénat, on a beaucoup entendu, beaucoup auditionné et on s'est rendu compte que mettre un âge, ça satisfaisait à la fois, on va dire, notre intellect, mais que ça posait un grand nombre de questions. Si on déclare qu'en dessous de 15 ans, c'est automatiquement un viol et un crime, cela veut dire qu'un enfant qui a 15 ans et un jour, il sort de la protection. Et que nous avons voulu protéger l'ensemble des mineurs, c'est-à-dire qu'on ne faisait pas de distinction d'âge. Par contre, pour répondre à votre préoccupation, madame, qui est très juste, nous avons eu recours à ce qu'on appelle la présomption de contrainte. Ça veut dire que dès lors qu'on avait un écart d'âge, une question d'incapacité de discernement, la personne accusée était en quelque sorte considérée, sinon comme coupable, mais il lui appartenait à elle d'apporter la preuve qu'il n'y ait pas eu de contrainte. Donc on libérait la victime, qui est déjà émotionnellement très chargée et qui est en difficulté, de devoir prouver qu'elle n'était pas contrainte. Donc c'était une voie
moi je trouvais, alors quand je dis de sagesse, sur ce sujet-là, on a du mal à être sage parce qu'on est profondément ému, bouleversé, mais qu'il faut se rappeler qu'on est quand même dans un état de droit et sécuriser tous les enfants, quel que soit leur âge, et reconnaître quand même, et c'est une difficulté, qu'on peut avoir un enfant, enfin un mineur de 17 ans, qui a une relation amoureuse avec un ou une mineure de 15 ans. Donc comment on fait pour éviter que les parents n'utilisent la procédure et le droit pour contester ce qui est parfois un début d'histoire d'amour, je ne sais pas. Victoire Jasmin, quel regard portez-vous sur le projet de loi Schiappa? Est-ce qu'il est finalement en deçà des attentes et des ambitions initiales? Oui, alors moi je ne comprends pas pourquoi Mme Schiappa propose une telle mesure, dans la mesure où c'est blessant. C'est blessant toutes les personnes qui ont été confrontées à ces situations de viol, sauf pendant des années, n'ont pas forcément toujours eu le temps de dire. Bon, il y a des personnes qui, après de nombreuses années, dénoncent leur violeur. Un viol reste un viol. Donc, c'est un délit, peut-être, mais c'est un crime avant tout. Donc, il ne faut pas que Mme Schiappa et que le gouvernement fassent n'importe quoi. C'est un signe qu'elles-mêmes qu'ils vont envoyer aux victimes, mais aussi aux violeurs eux-mêmes, parce qu'ils ne se rendront pas compte de l'importance de ce qu'ils ont fait. Donc, il faut dissocier les choses. Une jeune ou un jeune qui a moins de 15 ans, qui serait amoureux, qui serait dans une démarche autre que le viol, ça c'est son choix. Les parents, avec leur enfant, devront prendre les dispositions qui seraient les leurs. Par contre, quand il s'agit de viol, c'est quand même très grave, et vraiment trop grave pour qu'on puisse banaliser de cette manière-là. Donc il faudrait qu'il revienne un petit peu sur tout cela. Il faudrait que le gouvernement prenne toute la mesure des signes qu'ils vont envoyer, tant aux associations, aux personnes qui sont victimes elles-mêmes, mais aussi à toutes les conséquences sociales que ça génère après. Parce qu'une personne qui est victime de viol, eh bien, c'est quelqu'un qui, pendant toute sa vie, sera marqué. Katia Dubreuil, on sait que le gouvernement a donc fait le choix dans ce texte de préciser les notions de contrainte morale et de surprise qui sont deux éléments constitutifs du viol. Ça vous paraît suffisamment fort d'un point de vue de la répression ? Écoutez, moi je pense que ce qu'on peut dire, c'est que l'erreur initiale du gouvernement, ça a été d'abord de placer la réponse à ces deux décisions de justice qui ont beaucoup causé de l'émotion, fait débat, etc., par l'idée selon laquelle on allait faire une loi pénale, et comme d'habitude une loi pénale, et que ça allait tout régler. Et qu'on avait la solution miracle, et puis ça a été annoncé en quelques jours de façon très intempestive et à mon avis avec beaucoup d'amateurisme. On va faire une présomption de non-consentement qui sera irréfragable. Toute personne de moins de 15 ans qui aura des relations sexuelles avec un majeur sera victime de viol, et puis c'est tout. Bon, évidemment, c'était pas possible, on l'a dit tout de suite, on l'a dit aussi au groupe de travail du Sénat, et d'ailleurs, à cet égard, on a aussi salué les conclusions de ce groupe de travail. Pas sur tout, on n'est pas d'accord sur tout, mais on est d'accord sur plusieurs choses, et notamment le groupe de travail qui a beaucoup entendu, effectivement, a dit il faut aussi réfléchir à la reconnaissance de la victime en dehors du pénal. Il n'y a pas que le pénal pour permettre la reconnaissance de la victime, puisque certaines victimes n'iront pas déposer plainte, et même si on améliore les choses sur ce plan-là, il en restera toujours. Et puis, deuxièmement, la présomption irréfragable, le groupe de travail a dit non, ce n'est pas possible, parce qu'effectivement, il y a des cas dans lesquels ça va mener à des injustices incroyables. Des rapports sexuels consentis entre une jeune fille de 14 ans et un jeune homme de 17 ans qui deviendraient des viols quand le jeune deviendrait majeur, enfin des choses comme ça qui sont évidemment qu'on ne peut pas permettre par la loi. Aujourd'hui, le gouvernement est obligé de faire marche arrière et il crée des désillusions évidemment, et on voit bien les réactions qui sont très fortes. Donc on peut dire que la façon dont le gouvernement a posé ce débat ne permet pas d'avoir un débat serein et d'avoir quelque chose qui permet finalement d'arriver à un équilibre. Ce qui est sûr, c'est que les mesures que propose le gouvernement aujourd'hui dans cet article 2, il y en a deux. Elles sont distinctes. La première, elle est sur le viol à proprement parler, et le gouvernement a voulu repréciser dans la loi qu'est-ce qui peut caractériser cette contrainte morale. Sur ce plan-là, ça ne change rien par rapport à la façon dont c'est juste une précision, les juges actuellement interprètent la loi de cette façon-là, la façon qui est écrite dans la loi. Donc
rendre la loi plus touffue, y ajouter des interprétations des notions qui y existent déjà pour dire on réexplique dans la loi comment il faut interpréter tel mot, etc. C'est finalement pas forcément très intéressant parce que ça nuit à un objectif de clarté. Quand on pose un interdit, le viol, c'est l'absence de consentement d'une victime, l'auteur qui a conscience d'exercer une contrainte sur cette victime et c'est caractérisé de cette façon. Si on essaye de penser à tous les cas de figure possibles qui caractérisent une contrainte et de les écrire dans la loi, le code pénal, il va faire 400 pages. Donc, c'est pas possible. Donc, à notre sens, c'est inutile. C'est pas forcément critiquable en soi, mais c'est inutile. Et juste, je termine sur la deuxième partie, qui est celle de la... Et là-dessus, on n'est pas tout à fait d'accord quand vous disiez tout à l'heure que le juge, pour l'instant, ne qualifiait de viol que des faits commis sur des mineurs de 5 ans. C'est faux. De fait, c'est faux. Ça, je peux le dire, en étant juge d'instruction depuis des années. Il peut y avoir des cas dans lesquels il n'y a pas suffisamment de preuves, notamment au regard de l'intention de l'auteur, pas forcément par rapport au consentement de la victime. On se place toujours du côté du consentement de la victime, mais parfois il y a la question aussi de l'intention. Est-ce que l'auteur avait conscience d'exercer une contrainte? Mais en revanche, c'est faux de dire que des juges ne considèrent pas qu'un mineur, par exemple, qui n'aurait pas opposé de résistance, mais qui était trop jeune pour pouvoir consentir valablement, n'est pas victime d'un viol. Alors, je vous avoue que on n'a pas du tout les mêmes expériences. Encore l'année dernière, on avait dit qu'un beau-père n'avait pas violé une gamine de 9 ans et a été dit quand même dans le procès que la petite l'allumait en se baladant en culotte dans la maison. En juillet 2017, on a eu la condamnation par le tribunal correctionnel, par exemple. Ça a été dit par la justice qu'elle l'allumait en se... Ça a été dit, ça n'a pas été contesté pendant le procès et de toute manière, il a été acquitté. On a eu encore l'acquittement, si je puis me permettre, je ne vous ai pas coupé. L'acquittement d'un homme, enfin finalement, qui a eu 18 mois de prison avec sursis pour viol incestueux sur sa fille de ses 9 à 15 ans, alors que c'est quand même des circonstances aggravantes. Et encore, il y a quelques mois, j'étais avec un magistrat à l'université de Laon, on intervenait ensemble, qui a dit que sans doute la petite de Sarah, de 11 ans, était consentante et que c'est ses parents qui l'ont retournée contre le violeur. Donc ça, ce sont des choses inadmissibles qu'on entend tous les jours dans plein de procès. Et attaquer les associations féministes, ou notamment le Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes, qui est sous l'égide du Premier ministre, d'amateurisme, ou quelqu'un comme Muriel Samona qui est avocate, je pense que vous allez un petit peu... Oui, mais le gouvernement nous a entendu, donc vous le trouvez qu'il était amateur du fait de reprendre les recommandations qui ont été faites. Par rapport effectivement à l'ampleur de la pédocriminalité, effectivement, c'est quelque chose d'important et qui est finalement assez mixte. Rappelons qu'en 2015, il y avait un sondage où 6% des Français déclaraient avoir été violés au sein de la famille en étant mineurs, dont ça monte à 9% quand ce sont des filles, et 81% des victimes de viol l'ont été avant l'âge de 18 ans. Donc déjà, prenons l'ampleur de ça et ne fémisons pas en ayant l'impression François, la justice, il y avait une sensibilisation. Pour que tout le monde puisse expliquer. Mais juste vraiment... très rapidement, on n'est pas encore dans un système où on part du principe qu'une enfant est forcément innocente et tout. Ce qu'on entend aujourd'hui dans les tribunaux en France, je vous assure que ça va limite à dire, enfin, on a encore entendu le mot Lolita à l'Assemblée nationale, il y a encore une projection d'image d'Ève. François Gattel, sur des jeunes filles très jeunes. Alors, moi, je voudrais juste dire que je comprends les associations qui ont ce grand mérite de défendre et de parler. En même temps, moi, je pense qu'il faut qu'on se rappelle de quoi il s'agit. C'est-à-dire que, et dans les exemples que vous donnez, vous montrez bien que même, moi je ne défends pas ce qu'a fait Mme Schiappa, mais j'essaie de raisonner, vous montrez bien que même devant une cour d'assises, un tribunal et un jury peut... Non, ça avait été correctionnalisé, tribunal correctionnel d'Arras. Vous permettez que je termine. Mais c'était pas devant les assises. Non, mais je ne parle pas de cette affaire particulière. Écoutez ce que je dis, ce sera plus facile pour qu'on se comprenne. Je dis, on a des exemples de situations où en assises, on est bien allé en assises, la personne que certains pouvaient taxer de coupable a été déclarée innocente et que l'on a fait revivre des années après à une victime tout le déroulement de son histoire. Et que moi, je pense que la situation qui est très grave, très sérieuse, qui brise des vies, non seulement des enfants, mais aussi de leur famille, doit être prise avec raison pour protéger les enfants, sécuriser les choses. Et que nous, dans la proposition de loi qu'on a faite,
on s'est non seulement intéressé au fait que ceux qui allaient être emmenés au tribunal allaient être condamnés, mais que c'est la minorité d'entre eux, mais qu'il faut surtout travailler sur l'éducation et la normalité. On a entendu et on a auditionné des témoignages de policiers, de juges et d'avocats qui nous ont raconté des choses qui sont irracontables. C'est-à-dire qu'on a des actes de pédophilie et d'inceste dont les personnes qui les commettent et les enfants ne savent même pas les mots que nous employons, parce qu'il n'y a plus de normalité. Victoire, et que nous, on a mis tout un volet de prévention et d'éducation et surtout d'accompagnement de la Françoise victime. Gatel, on va laisser Victoire Jasmin et Katia Dubreuil s'exprimer. Allez-y, mesdames. Oui, ce sont des sujets qui sont vraiment sérieux, qu'il faut prendre à bras le corps. Moi, le problème aujourd'hui, c'est qu'on a l'occasion de parler et de faire parler, et ça parle à beaucoup de personnes qui sont au sein de l'association, mais d'autres personnes qui n'ont pas osé dire, qui n'ont rien fait, qui n'ont pas porté plainte, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc aujourd'hui, il faut qu'on prenne vraiment au sérieux ces problématiques-là, parce que notre société a besoin de nous, de chacun de nous. Et en tant que sénatrice, je vois que il y a beaucoup à faire, parce qu'il y a une grande souffrance de la part des personnes qui sont dans des associations, des personnes qui ont la possibilité de s'exprimer, mais il faudrait que nous puissions aider le gouvernement aussi, parce que le Sénat aura à se prononcer là-dessus, pour que des mesures soient prises pour protéger les mineurs, mais protéger toutes les personnes, que ce soit des filles et des garçons, et ça a été dit, que ce soit des moins de 15 ans, mais aussi des plus âgés, parce qu'il y a des faits qui se sont déroulés avant ces âges-là et qui n'ont pas forcément été exprimés. Donc on a des personnes qui sont en grande souffrance, on a des personnes qui ont commis des délits, qui justement n'arrivent pas à se remettre en question, qui laissent la justice faire, mais la justice n'a pas forcément tous les éléments pour prouver que ces personnes-là ont fait un certain nombre de choses. Donc nous devons aujourd'hui tout mettre en œuvre pour que ces personnes, ces violeurs, ces présumés violeurs, présumés coupables, mais qui sont vraiment des coupables, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments pour qu'ils puissent vraiment purger une peine, ou en tout cas être identifiés comme étant des violeurs, eh bien, il faudrait que ces personnes-là arrêtent. Et là, il y a toute une éducation à faire, que ce soit au niveau des filles que des garçons, dans les familles, mais aussi dans toutes les institutions, parce qu'il s'agit aussi de cela, l'éducation, pour mieux appréhender ces problématiques. C'est vraiment important, effectivement. Katia Dubreuil, vous souhaitiez répondre à Fatima Benoît. Oui, je voulais répondre parce que là, je crois qu'il y a eu un malentendu par rapport à ce que j'ai dit. C'est le gouvernement que j'ai taxé d'amateurisme parce que... Pour reprendre nos recommandations. Non, attendez. Le gouvernement a... ce que je critique, c'est que le gouvernement prenne par le petit bout de la lorgnette cette question, c'est-à-dire qu'au lieu de faire une loi d'envergure qui comporte effectivement le volet prévention, éducation, etc., il a tout envisagé sous l'angle de la loi pénale, à changer. En fait, la loi pénale, ce n'est pas le problème. Je n'ai pas dit en revanche, j'ai dit que la loi pénale, telle qu'elle existe actuellement, elle est suffisante pour permettre de réprimer effectivement les viols et les agressions sexuelles et les atteintes sexuelles. En revanche, je n'ai jamais dit que tout se passait très bien dans les tribunaux, que c'était formidable, que les victimes, elles allaient déposer plainte sans aucun problème parce qu'elles pensaient que... Mais pourquoi Attendez, j'ai pas terminé. Oui, mais j'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit que les victimes, leurs paroles étaient recueillies dans les meilleures conditions. Je n'ai jamais dit qu'il n'y avait pas un problème, effectivement, parce que trop peu de procédures aboutissent à la fin. Simplement, ce que je dis, c'est que le problème principal, qui est un obstacle à ce que les violences sexuelles puissent être dénoncées en temps et en heure et puis aboutissent à des condamnations à la fin, c'est le problème de la preuve. Et que le problème de la preuve dans ces affaires-là, on ne doit pas le régler par un automatisme qui aboutirait à certaines conditions complètement iniques. On doit le régler. Il y a déjà 15 ans pour donner le délit de détournement de mineurs. C'est tout à fait différent de réprimer une atteinte aux bonnes mœurs avec une peine de 5 ans pour le moment d'emprisonnement et des faits de viol dans lesquels on 10 ans. Donc pour vous, 10 ans, ce n'est rien, c'est pas grave, on peut accuser quelqu'un. Je pense que 10 ans, c'est trop pour cette infraction et qu'on crée une infraction attrape-tout. Parce que pour des viols qui ne vont pas être suffisamment caractérisés, finalement, le gouvernement qui voulait à tout prix qu'il n'y ait plus de trous dans la raquette prévoit cette espèce d'infraction qu'il détourne finalement de son sens, parce qu'on n'est plus dans le détournement, dans l'atteinte aux mœurs. Poursuivra son parcours législatif. Malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps pour conclure ce débat au Sénat. Merci Françoise Gatel, merci Victoire Jasmin, merci à vous Katia Dubreuil, merci à Fatima Benomar. Je vous le disais en titre, Yuli Yoel Edelstein, le président de la Knesset, est notre invité. Avec lui, nous allons revenir sur l'importance de la diplomatie parlementaire après le regain de tension entre Israël et la Palestine. Cécile Sixou. Des bombes en représailles de tirs palestiniens,
Cette nuit, Israël a mené des raids sur des ateliers de fabrication d'armes appartenant au Hamas. La situation est toujours aussi tendue entre Israël et la Palestine depuis les affrontements à la frontière de lundi dernier où des tirs israéliens ont fait 62 morts et 2400 blessés palestiniens. Israël accuse le Hamas d'être à la manœuvre et d'avoir monté des manifestations dans un but terroriste, des propos condamnés par la Russie. Je ne peux pas être d'accord avec le fait que des dizaines de civils pacifiques, notamment des enfants, y compris des nourrissons, qui ont été tués lors de ces incidents, soient des terroristes. C'est une déclaration blasphématoire. La Turquie a également condamné le silence de la communauté internationale. Si le silence persiste face à la tyrannie israélienne, le monde va s'enfoncer rapidement dans un chaos où les bandits feront la loi. La Turquie a envoyé l'ambassadeur d'Israël dans son pays. La Ligue arabe se réunit aujourd'hui pour le 2e jour consécutif et présentera un projet de résolution. Et Yoli Yoel Edelstein, le président de la Knesset, est notre invité. Il répond aux questions de Tam Tranui. Le face-à-face, c'est tout de suite. Yoli Edelstein, bonjour. Bonjour à vous. Vous étiez hier à l'Assemblée nationale et au Sénat, encore au Sénat aujourd'hui. Qu'est-ce que permet aujourd'hui la diplomatie parlementaire? Comment est-elle complémentaire de la diplomatie des chefs d'État dans ce monde où les tensions se multiplient, où il y a de plus en plus de risques de guerre, par exemple? Eh bien, je pense que la diplomatie parlementaire est très importante dans le monde moderne. Je dirais qu'il faut bien se rappeler que les parlementaires sont des officiels élus, mais ne sont pas tous des ministres des Affaires étrangères. Ce n'est pas vraiment notre devoir de faire la paix, de discuter des frontières permanentes entre les pays ou de résoudre des conflits. Mais nous pouvons faire beaucoup en termes de mesures qui renforcent la confiance, bâtir la coopération et d'étapes pratiques pour le compte de nos élus. Lorsque je souhaite coopérer avec les pays arabes dans notre région, je me prétends vouloir travailler, par exemple, pour le Parlement égyptien et qu'eux travaillent pour moi, mais par la coopération, on peut faire les choses mieux. C'est pourquoi la diplomatie parlementaire est très importante à mes yeux. Alors, vous venez d'ailleurs de signer un accord de coopération avec le président du Sénat, Gérard Larcher. Quelle a été la teneur de votre entretien avec le président du Sénat? Eh bien, bien sûr, nous avons évoqué toutes les questions urgentes au Moyen-Orient et la situation internationale, mais vous avez tout à fait raison de dire que nous avons signé un accord de coopération qui va nous permettre de coopérer, pas simplement entre les groupes d'amitié qui sont très actifs dans les deux parlements, mais également différentes commissions. Nous sommes convenus que la Commission des Affaires étrangères et de la Défense allait se rencontrer régulièrement pour échanger des avis, des informations, travailler ensemble. Prenons la question très douloureuse de la lutte contre le terrorisme. Israël a développé un texte de loi qui montre comment un pays démocratique, sans léser les droits de ses citoyens, de ses habitants, doit agir afin de combattre le terrorisme. Et nous sommes très heureux de pouvoir en discuter avec nos amis français. Mais donc ça c'est le matériel, mais alors le logiciel, on va dire la partie coopération scientifique, culturelle, l'innovation, nous avons tenu un séminaire très impressionnant. C'était le thème de votre visite depuis hier, effectivement. L'innovation. Oui, tout à fait. C'était donc là la première activité que nous avons tenue au Sénat. Nous étions tous très impressionnés. Les deux pays ont beaucoup à s'offrir. Il serait dommage de ne pas tirer parti de cela pour mieux agir pour nos populations. Alors votre visite s'inscrit dans le contexte des événements de lundi. Vous l'avez abordé avec deux images qui ont frappé le monde. D'une part, le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, cette fête, ces sourires, et d'autre part, cette manifestation à Gaza qui a été réprimée dans la violence par Israël avec 59 morts et des milliers de blessés. Ce contraste a choqué, continue de choquer. Est-ce que vous le comprenez ? Bien sûr, il faut que les choses soient bien claires. C'est notre réalité depuis 70 ans. Depuis 70 ans, Israël fait face à la guerre, l'agression, le terrorisme contre notre pays en même temps.
Nous n'avons pas sombré dans la hystérie en disant, on a tellement de problématiques de terrorisme qu'on n'a pas le temps de développer la science, la culture, l'éducation, les services sociaux. Il y a des questions urgentes. La raison de notre succès en tant que pays, en tant que société, principalement cette capacité à agir en parallèle. Et il faut également dire qu'avec toutes les pressions et les vagues de terrorisme et de guerre, nous n'avons jamais quitté la route de la démocratie. Nous avons toujours fonctionné avec une opposition très active, avec des critiques contre le gouvernement. Ça explique une partie du succès. Maintenant, je voudrais que les choses soient bien claires. Il n'y a aucun lien entre les deux événements que vous venez d'évoquer. J'ai eu le privilège d'assister à la cérémonie de l'ouverture de l'ambassade américaine à Jérusalem. Beaucoup accusent pourtant Donald Trump d'avoir jeté de l'huile sur le feu avec cette décision et d'avoir provoqué notamment ces manifestations, même si elles avaient débuté auparavant, bien sûr, mais d'avoir encore enflammé la colère à Gaza. Le problème, en tant que président de la Knesset, je participe à certains forums à huis clos du Parlement qui inspectent les activités des services de sécurité et de toutes les instances gouvernementales pertinentes. Nous avions connaissance qu'à la mi-mai, il y aurait des tentatives par le Hamas à créer un désastre sur la frontière de Gaza, et ce depuis un an, bien avant l'annonce par le président Trump qu'il allait transférer l'ambassade. C'est une action bien planifiée par le Hamas. Souvenez-vous, il y a plusieurs années, ils essayaient de couvrir Israël de missiles. Ils n'ont pas pu réussir compte tenu de l'efficacité de la technologie du dôme en fer que nous avons mis en place. Ils creusaient des tunnels. Nous avons développé une autre technologie pour retrouver ces tunnels qu'ils creusaient. Maintenant, ils sacrifient leur population civile. Des gens, soit dit en passant, moi je ne leur jette pas la pierre. Ils ne souhaitent pas être à la frontière. Ils sont poussés là par Hamas pour attaquer la frontière et pour être protégés par ces citoyens, par ces civils, boucliers humains pour attaquer les soldats israéliens. Peut-être rêve-t-il de kidnapper les soldats israéliens, attaquer les communautés israéliennes à la frontière. On ne peut pas accepter cela et je suis fier des forces de sécurité puisque 50 des 59, d'après Hamas a sorti une déclaration officielle, 50 des 59 morts sont des combattants du Hamas, des terroristes du Hamas. Et je regrette profondément la mort de 9 personnes additionnelles qui sans doute ne souhaitaient pas y être là du tout, mais ont été poussées à la frontière par le Hamas. Il n'y a pas eu pour vous un usage disproportionné de la force. Vous avez également pu lire la condamnation par la France des violences qui ont eu lieu ce jour-là de la part d'Israël à l'égard des manifestants. Lorsqu'il y a une démonstration, une manifestation, je serai le premier à demander une enquête parlementaire dans les activités de l'armée, de la police, quel que soit le cas. Nous avons beaucoup d'expérience en Israël. Nous sommes un pays démocratique comme la France ou tout autre pays. Nous avons beaucoup d'expérience de traiter avec les démonstrations qui, entre nous, vont dans la violence et ne sont plus maîtrisées. Je ne me souviens pas qu'il y ait eu de morts à ces manifestations, y compris de nombreux citoyens en Israël qui manifestent et qui, là encore, sont pris en charge par des mesures de police habituelles. Tout cela n'est peut-être pas toujours très sympa, mais il ne s'agit pas d'envoyer des balles réelles. Là, il s'agit d'une attaque de terreur qui se protège par un bouclier humain de plusieurs habitants innocents de Gaza. Il n'y avait aucune possibilité de réagir autrement. Comme je l'ai dit, ce n'est pas que les forces de sécurité n'étaient pas prêtes, qu'ils étaient pris par surprise et commençaient à tirer de façon hystérique sur la foule. Ce n'était pas la situation. Il n'y avait pas de bon scénario lorsqu'il y a des milliers de gens poussés vers la frontière. Hier, vous avez encore déclaré que la paix n'est pas morte. Beaucoup, après les événements de cette semaine, estiment que la paix est impossible. Comment imaginez-vous que le dialogue puisse encore exister ?
La paix est possible, mais il n'y a pas de raccourci à la paix. Donc ce que je propose, ce que j'ai indiqué ici à nos collègues au Sénat, par exemple, et également à l'Assemblée nationale, c'est qu'en tant que parlementaires, nous commencions à coopérer le plus possible avec les parlementaires des différents pays arabes, les Jordaniens, les Palestiniens, les Égyptiens dans notre zone, en se concentrant sur les aspects pratiques, sans entrer sur les débats sur le statut de Jérusalem ou les frontières permanentes. Quels sont les moyens, l'écologie, la technologie israélienne, l'agriculture, tous les éléments qui sont si nécessaires. Ce serait donc le type de coopération. Avec ça, on va pouvoir créer une plateforme pour retourner à la table des négociations. Nous sommes prêts. Netanyahou, notre Premier ministre, a dit à plusieurs reprises qu'il souhaite que Abou Mazen Abbas vienne parler. Les Palestiniens ne viennent pas. Alors l'actualité, c'est aussi désormais l'accord sur le nucléaire iranien. Avec la décision de Donald Trump de sortir les États-Unis de cet accord, l'Europe, au contraire, veut à tout prix le sauvegarder. Vous soutenez la position américaine. Est-ce que vous comprenez la position européenne ? Je ne pense pas qu'il y ait une énorme contradiction entre les deux positions. Le président américain dit qu'il faut le déchirer ou le réparer. Ça, c'était son attitude. Les Européens disent qu'il faut améliorer l'accord. Il y a quelques imperfections. Les deux vont de pair. Si Donald Trump n'avait pas pris sa mesure que nous soutenons, les Iraniens n'auraient aucune incitation à revenir à la table des négociations et renégocier l'accord. À l'heure qu'il est, avec les sanctions américaines, avec les Américains qui sont plus dans l'accord, il y a fort à parier que le président Macron et d'autres dirigeants européens seront en mesure d'amener les Iraniens à la table et discuter pas simplement l'ancien accord, mais ce qui fait défaut en termes du contrôle international. Est-ce que le risque, justement, c'est que si Téhéran retrouve sa liberté en matière de nucléaire militaire, s'il n'y a plus d'accord, c'est que le Moyen-Orient, dans son entier, risque de s'embraser? Tout d'abord, vous avez tout à fait raison. Si les Iraniens se rapprochent de la possession de l'arme nucléaire, je ne voudrais même pas dire à haute voix, enfin, s'ils possèdent l'arme nucléaire, pas simplement le Moyen-Orient, pas simplement Israël, Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats, mais l'Europe serait sous un danger immédiat. De même pour l'Amérique du Nord serait en danger. Si. Bon, rappelez-moi donc que la Corée du Nord, ce n'est pas l'Iran, c'est presque une caricature, ce petit pays. En même temps, l'Iran est une superpuissance régionale. S'ils ont l'arme nucléaire, tout d'abord, le peuple iranien restera esclave de ce régime à jamais. Ils ont essayé de se débarrasser de ce régime il y a des années. Ils n'ont pas été soutenus par la communauté internationale et le monde sera l'otage du régime iranien. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Iran, c'est votre plus grand sujet de préoccupation dans la région, peut-être même plus que la question palestinienne ? L'Iran est la seule menace existentielle à l'État d'Israël et sans doute à d'autres pays dans la région. Au bout du compte, nous trouverons un accord avec les Palestiniens. Nous n'allons pas disparaître, les Palestiniens non plus. Oui, il est malencontreux que les dirigeants palestiniens ne peuvent pas livrer d'accord pour l'instant, mais les choses évoluent, les choses changent et nous sommes sur le point de la conclusion et je pense que les Palestiniens sont d'accord que nous devons apprendre à coexister dans ce domaine. Des solutions techniques viendront. Avec les Iraniens, c'est différent une fois encore. Ce n'est pas ma paranoïa. Eux affirment haut et fort, notre objectif, c'est de détruire l'État d'Israël. Lorsque j'entends ces mots, je comprends qu'il faut tout faire en notre pouvoir pour les éloigner de l'arme nucléaire. Très rapidement, une toute dernière question plus personnelle. Votre parcours vous a mené du Goulag, les camps de travaux forcés soviétiques, dans les années 80 à aujourd'hui la présidence de la Knesset. Qu'est-ce que cette histoire personnelle douloureuse vous a apprise pour la suite ? Tout d'abord, ça m'apprend qu'Israël est la terre de possibilités illimitées. Un nouveau migrant, 3 ans dans le goulag, paralysé avec toutes ses conséquences, qui devient un membre élu de la Knesset et un ministre 9 ans plus tard. Et pour accéder à la présidente de la Knesset, ça en dit long sur moi, sur mon parcours personnel et sur Israël. Et oui, le message, il faut
faut jamais perdre espoir. On parlait de ce processus qui est bloqué, les Iraniens qui menacent le monde. Il ne faut pas oublier non plus que j'avais 20 ans lorsque j'ai décidé de contester le régime soviétique. On était à la fin des années 70. Personne dans le monde, sauf quelques dissidents soviétiques, croyait que le régime allait s'effondrer, pouvait s'effondrer, qu'il était là à jamais. À long terme, nous voulons, enfin les gens normaux qui souhaitaient quitter l'Union soviétique ont gagné, le régime soviétique a disparu. Donc c'est un message très puissant pour nous tous au Moyen-Orient, de rester optimistes, mais également de rester prudents et ne pas faire confiance trop vite à ceux qui sont du mauvais côté de l'histoire. Vous ambitionnez enfin de devenir Premier ministre un jour ? Je me concentre pour l'heure sur un défi, d'être un bon président de la Knesset. C'est pas chose aisée. Si je résume, il n'y a pas de limite. Bien, merci beaucoup, Julie Edelstein, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles qui ont permis à sa réalisation. Très bonne suite des programmes sur Public Sénat. Deux films, un débat pour prendre le pouls de notre monde. Premier documentaire, Les guerrières de la paix. Des milliers de femmes palestiniennes et israéliennes se sont rassemblées autour d'une idée simple, exiger que leurs dirigeants se retrouvent à nouveau autour d'une table de négociation. Votre second film, Organisez-vous. Depuis quelques années, habitants et citoyens de quartiers populaires cherchent à renverser les rapports de force pour faire valoir leurs droits. Un documentaire suivi d'un débat. 40 ans après sa création, à quoi sert la politique de la ville? C'est le programme d'Un monde en doc. Un monde en doc, samedi à 22h30 sur Public Sénat. Amendement, débat, vote, en séance, dans un instant. L'histoire du syndicalisme français est le fruit de 130 ans de violente lutte sociale, au nom d'un avenir meilleur. Il ne faut pas oublier que les syndicats ne représentent que 7 à 8% de notre profession. Pourquoi le syndicalisme français semble-t-il davantage marqué par les luttes sociales que par les compromis? On en débat avec le réalisateur Richard Michel, le député Laurent Pietraszewski, le syndicaliste Jean-Pierre Mercier et la journaliste Isabelle Moreau. Droit de suite présenté par Jean-Pierre Gracien, demain à 20h30. Les Français sont-ils fâchés avec la politique? Comme en témoignent les taux records d'abstention, notre modèle républicain, nos institutions et leur fonctionnement sont questionnés et remis en cause. Le point sur les grands débats citoyens, c'est dans Place de la République, présenté par Catherine Boulet, samedi à 20h. Inscrit